La collision entre les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne est-elle inévitable? C'est pourquoi le conflit s'intensifie. Mesdames et messieurs, j'ai entendu de la part de nos frères socialistes que, soi-disant, en un an, les États-Unis seraient vraiment devenus un État fasciste, que nous aurions moins de liberté, que nous en aurions moins. C'est ce qu'ils nous disent, n'est-ce pas? Des gens masqués font irruption dans n'importe quelle maison, et traînent les gens dehors. Et ils expulsent du pays des citoyens des États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire qu'ils expulsent du pays des citoyens des États-Unis d'Amérique. Des pères de famille, bon parfois il n'y a pas de famille, il n'y a qu'un deuxième père, mais ça n'a pas d'importance, ce sont quand même des pères de famille. En chemin, ils leur tirent au visage avec des pistolets, donc, eh bien, vous comprenez à quel point l'Amérique est devenue terrible maintenant, à quel point il est devenu horrible d'y vivre, et tout est de la faute de Trump. Nous ne nous lassons jamais des victoires, comme toujours. J'ai ressenti de l'empathie, partagé leurs inquiétudes avec mes frères et sœurs, puis vérifié les chiffres. Je pense aux chiffres et aux faits, parce que, eh bien, sans eux, tout le reste, c'est juste des vibrations dans l'air, comme on dit en Amérique, de l'air chaud qui sort de votre bouche, mais ça n'a aucun sens. Donc, le pays est devenu terrible, et la première chose qui se passe quand un pays devient terrible, c'est que les gens commencent à le fuir. C'est-à-dire que d'un pays terrible, quand ça va mal, les gens s'en vont, ils ne courent pas vers ce pays, ils en partent. Oui, c'est clair, c'est une bonne façon de vérifier selon moi. Selon les estimations des autorités fédérales, environ 5,5 millions de citoyens américains vivent en permanence à l'étranger, et chaque année, ils partent pour diverses raisons. Vivre au Mexique avec une pension américaine est plus confortable qu'en Amérique, et ils seront environ 200 000 en 2025. Quand la situation a empiré, il y avait une organisation appelée Brookings, qui réalise des sondages d'opinion publique. Ils ont dit qu'il y en a eu 10 000 de plus qui sont partis. Mais en même temps, une autre société exactement comme celle-ci a dit qu'il y en avait moins que d'habitude qui étaient partis. Donc en fait, il n'y a pas vraiment eu de fuite notable. D'accord. En même temps, notre administration Trump nous a expulsés de force. Environ un demi-million à 2 millions de personnes sont parties, selon les sources, mais je ne sais pas exactement qui. Eh bien, ils n'auraient pas voulu partir, mais bon, que faire? On a créé de telles conditions qu'il a fallu fuir. Et nous connaissons des millions de personnes. Il suffit d'ouvrir les portes pour qu'ils se précipitent aux États-Unis, mais des États-Unis où tout va mal, affreusement mal. Oui, personne ne veut partir. C'est-à-dire que chez nous, du point de vue de l'homme ordinaire, il ne comprend rien, l'homme ordinaire ne pense qu'à lui-même, uniquement à lui. Mais voilà, de son point de vue, sa situation ne s'est pas détériorée. Encore une fois. Si ça avait empiré, la situation serait tout à fait opposée. Les gens fuiraient d'ici, pas vers ici. Nous allons en discuter, puis nous en parlerons. Au fait, il y a aussi un point très très important concernant le Minnesota. Bien sûr, on peut devenir fou à cause d'eux, complètement perdre la tête à cause des Minnesotiens. On a l'impression d'être au Yémen ou en Ouganda, et l'Ouganda c'est bien mieux que le Minnesota. En 4 ans sous Biden, ils ont été amenés et perdus aux États-Unis. Je ne plaisante pas, 300 000 enfants sans parents, ce n'est pas drôle, bien sûr, mais je ris. Pas parce que c'est drôle, mais parce que ça me fait plaisir, je le mérite. Bien sûr, dans mon pays où je vis, on a amené, fait entrer et perdu 300 000 enfants. Ils ont été utilisés, comme nous le savons, car certains ont été retrouvés pour le travail forcé dans des fermes. En tant qu'esclaves sexuels, garçons et filles étaient exploités dans des bordels ou comme personnel de service sans rémunération. Et les propriétaires, soi-disant propriétaires, les louaient et gagnant ainsi pas mal d'argent. Pour un, c'était 20 kopecks, mais pour 6, déjà un rouble 20. Vous savez, il y avait une vieille blague à ce sujet. En un an sous Trump, on avait déjà retrouvé 60 000 de ces enfants. Certains ont été ramenés chez leurs parents qui les avaient retrouvés, d'autres placés en internat. Et pour certains, on a trouvé des familles d'accueil. En même temps, le gouvernement paie pour leur prise en charge et leur entretien. Et peut-être aussi pour nos enfants. Réfléchissons en parlant des enfants, en comprenant qu'il leur est très difficile de faire leur premier pas dans la vie.
Si tu n'as pas d'aide de la part de tes parents, de la société, d'une organisation caritative, en général, quand il n'y a ni financement ni soutien, c'est difficile. Donald Trump, à ce sujet, a organisé ce qu'on appelle des comptes bancaires non imposables. Pour qui? Pour 25 millions d'enfants, donc 25 millions d'enfants vont recevoir de l'argent. Laissez-moi vous expliquer maintenant de quel argent il s'agit. Donald Trump a convaincu plusieurs milliardaires, principalement Michael Dell. Il me semble que Michael, à lui seul, a donné 6,2 milliards de dollars. C'est pour déposer 1000 dollars sur chacun de ses comptes, et d'autres milliardaires ont aussi donné quelque chose. Désormais, chaque compte est ouvert au nom d'une personne. Il a 1 an et 8 mois, il vient juste de naître, ce n'est pas important maintenant, mais s'il atteint un certain âge, je ne me souviens plus exactement lequel. Il y a une limite d'âge. Ils sont 25 millions, c'est un boom, 1000 dollars sur ce compte, mais ce n'est pas tout. Tout don peut être ajouté sans impôt. Parents, proches ou amis, même le père qui travaille, peuvent les déduire des impôts. L'employeur a offert un cadeau déductible des impôts et a aussi versé une somme pour l'enfant tant qu'il n'a pas 18 ans. L'argent arrive là-bas et les cadeaux, comme je l'ai déjà dit, viennent de personnes riches et la famille y ajoute aussi quelque chose. Pour un anniversaire, au lieu d'offrir une poupée idiote, mets 20 dollars là-dedans. Cet argent pourra être utilisé à 18 ans pour acheter un premier logement, pour développer une entreprise. Ce n'est pas forcément à 18 ans, ça peut être à 21 ans ou même à 25 ans. Pourquoi? Pour des frais médicaux, pour les études. L'idée principale, c'est pour les études. En recevant 1000 dollars au départ et en moyenne 100 dollars par mois, un enfant qui, disons, a maintenant 8 ans jusqu'à ses 1-8 ans. Il a accumulé 20 000 dollars, les gars, c'est une somme qu'il n'aurait pas eue autrement. S'il vient d'une famille pauvre et veut créer une entreprise, ou s'il va à l'université, il, disons, recevra une belle somme. Il a étudié, il a eu de bonnes notes. Kalish lui offre une bourse et l'éducation, mais il doit se nourrir. Donc il reçoit ses 20 000 dollars pour survivre pendant les 2 premières années, étudier, pour l'instant il reçoit une bourse, et il peut étudier. En ouvrant le compte le jour de son anniversaire, l'enfant aura déjà une somme à ses 18 ans. On a calculé 46 500. Messieurs, c'est une très grande aide pour ceux dont les parents ne peuvent pas aider, On nous disait tout le temps que les parents aident que ceux-là. D'ailleurs, les parents aussi devaient en commencer à étudier, à faire quelque chose, à gagner de l'argent, à inventer, à travailler. Peu importe, ce n'est pas le sujet de la discussion. Les parents ont laissé passer, l'enfant répond. Nous aidons désormais ces enfants. Vous voulez vous amuser? Certains faits sont aussi simplement amusants. Sous Joe Biden, dans les États démocrates, des permis de conduire pour camions étaient redélivrés à des personnes qui ne connaissaient pas les règles, ne savaient pas lire l'anglais et ne comprenaient pas les panneaux de signalisation aux États-Unis. Peut-être comprenaient-ils les panneaux au Mexique et au Salvador, mais pas ici. À cause de cela, des accidents graves se produisent, souvent avec des issues fatales. Pas pour celui qui est assis dans le camion, mais pour les citoyens américains. Franchement, c'est drôle, on en rirait presque. L'administration de Trump a obligé les États à faire passer un test de langue à ces personnes, et elle les a retirés de la route. Écoutez, il y en a 9500 ici, pas 34 pas, 120, mais 9500 conducteurs comme ça, analphabètes et ne comprenant pas les règles de conduite automobile. Vous comprenez, on nous tuait tout simplement, on les laissait sortir dans nos rues et on les relâchait depuis leurs États. Ils parcouraient toute l'Amérique juste pour tuer. En Californie, le département a refusé le test, sans surprise. C'est vrai, et les conducteurs de Californie continuent de tuer des piétons et des conducteurs de véhicules partout en Amérique. C'est aussi hystérique, drôle, tout simplement hystérique. La frontière est cette verrouillée, la frontière à la frontière. Verrouillé, il n'y a eu ni clandestins ni drogue qui sont passés ces derniers mois. Hamdan n'est pas malheureux, Hamdan misérable, pas malheureux. La frontière verrouillée. Des membres connus de groupes et d'organisations terroristes qui figurent simplement sur les listes d'Interpol, de la CIA et d'autres, sont également passés par la frontière.
Amal Metzka aussi, c'est ridicule. Ils ont bien été relâchés sur ordre de la Maison-Blanche. Je vais maintenant vous donner un chiffre que j'ai noté exprès. 405 786 criminels. Si vous voulez, je répète, 405 786 criminels. Ce n'est pas parce que je l'ai retenu, mais parce que c'est écrit ici, je l'ai noté, ceux qui les avaient en chez eux. Avant de recevoir les casiers judiciaires, il suffisait de les contacter ou de demander un certificat pour vérifier, y compris les condamnations. Excusez-moi, mais il s'agit de meurtres répétés, pas d'un accident où quelqu'un tue involontairement une autre personne. Parmi eux, il y a de nombreux membres du Mara Salvatrucha, 13 une organisation remarquable et un gang de prison, comme on l'appelle là-bas. Les traînes de Aragua, de nombreux bandits du Maras et du Salvador, ainsi que de nombreux bandits venus d'Afrique. Et parmi ceux qui ne nous manquèrent pas, environ 300 000, eh bien, parmi ces 400 000 et plus, ils ont déjà été attrapés et expulsés. Ou bien ils sont chez nous en attendant leur expulsion. Une partie d'entre eux a eu le temps de tuer un certain nombre d'Américains, alors qu'ils étaient déjà sur le territoire des États-Unis. Ils bossent les essences dos États-Unis. Le Parti démocrate a en fait décidé à un moment donné que la mort des Américains n'était pas aussi importante que l'augmentation du nombre d'habitants dans les quartiers. Le Parti démocrate cherche plus de sièges au Congrès dans certains quartiers, estimant ces sièges plus importants que nos vies, ce que je comprends. Encore une fois, j'ai envie de rire de joie. Maintenant, nos mangeoires sont plus importantes que vos vies. Voilà ce qu'a dit le Parti démocrate. Après l'avoir dit, ils l'ont fait, et c'est redevenu drôle, on en rirait. Mais il y a aussi du positif. En novembre, le Kazakhstan a rejoint l'accord d'Abraham. Ça, c'est bien. En devenant partenaire d'Israël, les États-Unis ont signé des accords commerciaux régionaux. Avec qui ? L'Argentine, l'Équateur, San Salvador, qui devient d'ailleurs un pays très respectable, et le Guatemala. J'oubliais. Des accords préliminaires ont aussi été signés avec la Syrie, la retirant de la sphère d'influence russe. C'est d'ailleurs très sympathique. Elle a échappé aux griffes du Kremlin, pour ainsi dire, le pétrole et la puissance. Je veux dire, l'Arabie Saoudite, le Koweït, le Qatar, les Émirats ont accepté d'investir des milliers de milliards de dollars dans l'économie des États-Unis, développant ainsi le marché. Nous devenons en réalité l'endroit où, contrairement à l'époque de Biden, le marché mondial et les technologies mondiales se développent le plus puissamment. L'emploi de nos travailleurs augmente, ce qui est très important, et pas seulement des ouvriers, mais des personnes hautement qualifiées en général. Les salaires commencent à augmenter aux États-Unis, cela commence à se produire, cela a commencé à se produire, alors que chez nous, cela a toujours été le cas. Désormais, le nombre de développements liés à l'intelligence artificielle augmente fortement. L'intelligence artificielle va naturellement se répandre dans le monde, tout comme Internet, les ordinateurs, la robotique, les bases de données et d'autres technologies modernes. Et nous sommes en tête, pour ainsi dire, devant tout le monde, et je dirais même que nous avançons à pas de géant. La Maison-Blanche a interdit les opérations de changement de sexe pour les enfants, a retiré les hommes du sport féminin, a licencié des dizaines de milliers de fonctionnaires. Hourra, c'est donc ce qu'on appelle Alléluia. Il a aidé le secteur privé à créer des centaines de milliers d'emplois dans la production, ce qui est essentiel, pas dans la bureaucratie. Ce n'est pas drôle, c'est génial. L'administration de Trump a imposé des tarifs douaniers et les experts, presque à l'unisson, prédisaient une forte inflation. Au lieu de cela, l'inflation, pour une raison quelconque, elle n'était pas d'accord avec les experts et a commencé à baisser. Le prix de l'essence a commencé à baisser, les salaires réels ont commencé à augmenter, les impôts pour la classe moyenne ont été réduits et le pays a commencé, en quelque sorte, à se diriger vers une société sans impôts, ce qui est tout à fait remarquable. Jusqu'en 1912, nous avions cela, mais tout a changé dès 1913. Les fonds venaient surtout des droits de douane. 2 autres sources existaient, mais étaient secondaires. Une famille moyenne, commence à recevoir à partir du 1er janvier de cette année 2000 $ de plus par an. De plus, l'inflation baisse, c'est-à-dire qu'en plus d'avoir plus, cela augmente aussi un peu grâce à l'inflation. La Maison-Blanche de Donald Trump a déclaré la guerre au racisme et à l'antisémitisme sur les lieux de travail, dans les universités et les écoles.
Les médicaments qui sont délivrés sur ordonnance, on doit probablement dire médicaments sur ordonnance. Aux États-Unis, ces médicaments des mêmes entreprises américaines étaient vendus 3 à 10 fois plus cher qu'à l'étranger. Donald Trump a exigé une loi pour que le prix des médicaments aux États-Unis ne dépasse pas le plus bas d'Europe ou d'Asie. Ce n'est pas non plus gratuit. Non, voilà, vous vendez là-bas, quelque part au Danemark, en Israël, quelque part, oui, en France, à 10 $. Pourquoi nous vendez-vous ce que vous vendez à 200, c'est absurde. Soit vous vendez là-bas à 200 et à nous à 200, soit là-bas à 30, à nous à 30. En général, c'est comme ça que ça se passe. Voilà, encore une fois, à partir du 1er janvier, nous avons tout commencé, nous allons déjà commencer à le ressentir. Donc ils ont annoncé qu'ils allaient en baisser les prix des médicaments produits chez nous par des entreprises américaines. Les prix seront réduits d'environ 3 fois. C'est une énorme économie pour les Américains. Une économie immense pour les Américains, surtout pour ceux qui ont des maladies chroniques, alors que moi je n'ai pas de maladie chronique. Oui, mais je dois prendre quelque chose pour maintenir le bon fonctionnement de mon cœur, il y a de l'arythmie, de la fibrillation ou autre chose, et ça me coûte un peu. Je prends toujours 3 mois d'avance pour payer moins cher, 800 $ au lieu de 300 par mois. Maintenant, ça coûtera 150, ce qui représente une grosse économie pour moi, et me rend très heureux. Les amis d'hier, des ennemis. Sous Donald Trump, d'énormes changements ont lieu dans l'armée. Nous renforçons l'armée pour éviter la guerre. Nous renforçons l'armée, nous dépensons plus d'argent pour qu'il n'y ait pas de guerre. Donc quand on te craint, eh bien on te craint. Qu'est-ce que ça veut dire craindre? On a peur de s'en prendre à toi, on ne veut pas avoir affaire à toi. Et c'est la garantie de la paix. La Chine est un fournisseur exclusif, disons, de certains ingrédients nécessaires à l'armée. Donald Trump a trouvé encore quelques gisements et cherche des moyens de passer du chinois à soit une source diversifiée, soit à la sienne, soit partiellement à la sienne. Partiellement des amis, mais pas des éventuels ennemis. Donald Trump s'est attaqué à la lutte contre la crise des opioïdes, ce qui a d'ailleurs déjà conduit, grâce à son action, à une baisse de 24% des décès par overdose. Vous direz que ce n'est pas une victoire? Non, pas encore. En général, il est impossible de gagner complètement, mais cela signifie qu'au moins une partie des gens, des jeunes surtout, pourront être sauvés. Les parents de ceux qui ont été sauvés ne sauront pas que ce sont leurs enfants qui ont été sauvés. Ils ne le sauront pas, mais en tout cas, ils devraient en prier. Bien sûr, dans ce sens-là, il faut aussi prier pour Donald Trump, parce qu'il y a encore des raisons de prier pour lui. Parce que tant qu'il y a quelqu'un qui veut acheter et quelqu'un qui veut vendre, ils finiront par se trouver. Je vous rappelle que dans le dernier tiers de ce reportage, nous parlerons du Minnesota et des prédictions de Boudaïevski. Et bien comme celles de Nostradamus, ainsi que les miennes, Nostradamus et moi avons décidé de nous lancer un petit défi et nous allons donner des prédictions précises. Eh bien, avec une précision d'environ 50%, cela peut arriver ou non. Il y a 50% de chances que cela se leur mais chance que cela arrive, et 50% que cela n'arrive pas. Et qu'est-ce qui n'a pas encore fonctionné? J'aimerais vraiment dire que les prisons sont pleines d'agents de l'État profond. Mais pas encore. Alors, qu'est-ce qui ne s'est pas encore produit chez nous? Condamné et emprisonné pour de longues années ou très longtemps, mais qui? Barack, Michel, Bill, Hillary, la direction du département d'État de l'époque Biden, la direction du ministère de la Justice de Biden et d'Obama, les fabricants de vaccins, les organisateurs du confinement, cela, c'est absolument nécessaire. Dr Fauci. Pour, si possible, 2 peines. 2, comme on dit, à perpétuité. Oui, 2 peines à perpétuité. Tous ceux qui étaient responsables de la protection de la frontière, y compris Mayorkas et Kamala. On peut l'enfermer avec ses amis pour qu'elle ne s'ennuie pas. Donc tous les membres du Congrès qui ont gagné des millions en bourse en nous trompant, vous et moi. Eh bien, par exemple, Nancy Pelosi est un bon exemple. 37 ans au Congrès. Pendant tout ce temps, en ne recevant qu'un salaire et sans investir nulle part ailleurs qu'en bourse, elle a gagné 130 millions de $.
C'est-à-dire, encore une fois, ils ont déjà calculé que cela représente 16 930%, donc c'est le rendement de ces investissements. Debbie Wasserman-Schultz, elle est une ancienne, donc, expulsée pour tromperie, vols et autres, oui, acceptée par les démocrates, ancienne présidente du Parti démocrate américain, réalisait une croissance de 142% des actions par an alors que les meilleures entreprises du monde atteignent 20% par an et elles sont heureuses. Un peu derrière elle, un membre de son propre parti, Ron Wyden, a obtenu 123,8% de rendement sur ses investissements. Je rappelle encore une fois, qu'est-ce que cela signifie après le Covid. Si quelqu'un obtenait là-bas 5 ou 6 ou 6,5%, pour les années 2024, 202. 5, cela était considéré par les professionnels comme un très bon résultat. Ron et Debbie ont fait 123 et 142%. Ce sont tout simplement des génies. Donc, les meilleurs hedge funds du monde font 15, peut-être 25% de rendement annuel. Ils sont très risqués. Écoute, plus il y a de risques, plus tu peux gagner. Plus tu investis, parce qu'on te dit qu'on va te donner beaucoup, il y a tellement de risques chez nous que si tu investis, on va te donner beaucoup. Oui, donc même ce résultat de 20%, oui, peut mener à la faillite, ou bien, si ce n'est pas fait très proprement, comme disons les juifs, cachère, pas très cachère, ça peut mener à la prison, et ce serait tout à fait mérité, tout simplement. Et là, 123, 142% personnes en prison, ils continuent à bavarder, oui, sur Trump et d'autres sujets. La guerre en Ukraine n'est pas terminée, la guerre entre Israël et l'Iran n'est pas terminée. Bien qu'il y ait des progrès sérieux, en réalité il y a des progrès sérieux. La Chine nous tient toujours par des endroits sensibles, en nous fournissant des terres rares, des antibiotiques et d'autres produits essentiels. Le niveau de revenus a légèrement augmenté, mais cela reste encore imperceptible pour les ouvriers et les employés, c'est-à-dire pour la population. Des drogues arrivent toujours du Mexique aux États-Unis, mais moins directement et ouvertement qu'avant. Et dans les grandes villes, les démocrates ont organisé des crimes contre les citoyens et une résistance aux actions de la police fédérale. La presse est toujours de gauche et sert encore de porte-voix au globalisme, au collectivisme et bien sûr au Parti démocrate. Donc tout n'est pas encore calme dans le royaume du Danemark, surtout au Groenland. Et qu'est-ce qui va se passer ? 2 provinces du Canada veulent rejoindre les États-Unis d'Amérique, ce qui signifie que les habitants autochtones du Groenland rêvent de recevoir les 100 000 $ proposés par Trump. Parce qu'ils s'en fichent, je parle des habitants locaux. Environ 85 à 90% de la population sont des autochtones, qui se moquent de savoir si le drapeau danois ou américain flottera sur leur principal mât dans la capitale. L'Union européenne a compris qu'elle ne pourrait se défendre face à la Russie. Au lieu de former des soldats, ils ont sollicité la Chine et d'autres pays pour se protéger d'un redoutable ennemi, les États-Unis. L'Union européenne devient aussi de plus en plus divisée idéologiquement. Je pense qu'un jour, notre union, notre alliance, se désintégrera ou deviendra un califat. L'Union européenne rejoindra alors le califat. La Grande-Bretagne, autrefois grande. Oui, les socialistes canadiens ont bien plus peur de l'Amérique que des communistes chinois. Ils ont beaucoup de points communs avec les communistes chinois, bien plus qu'avec ces maudits impérialistes américains. Le monde se partage en zones d'influence. L'Amérique semble s'approprier la Grandie et le Canada, qu'importe la vie ou la population chinoise du Canada. L'Alaska. Là, les États-Unis continentaux et vers le sud de la carte jusqu'au canal de Panama, y compris ce qu'on pourrait appeler le lac des Caraïbes. La Russie. Je pense qu'elle domine l'espace post-soviétique, la Chine domine une partie de l'Asie, le Japon et les tigres asiatiques indépendants ferment leurs frontières. L'Europe va soit se soumettre à quelqu'un, comme la Russie ou la Chine, soit peut-être appeler la Turquie à les protéger et deviendra alors une partie du nouvel empire ottoman. Israël, les sunnites et, je l'espère, un Iran libéré formeront une alliance des enfants d'Abraham. Ils la créeront, je pense, même si les Perses ne sont pas des enfants d'Abraham, mais feront semblant.
Ils joueront n'importe quel rôle avec plaisir, du moment qu'ils sont débarrassés de ces fous en turban. Et bien sûr, cette partie du monde étendra son influence, disons, pour protéger les pays du Moyen-Orient. Et je pense à peu près jusqu'à Chypre. L'Italie et la Grèce, peut-être, iront avec eux et non avec la Turquie, à laquelle donc l'Allemagne essaiera de se joindre. Là-bas, il y a aussi tous les autres pays entre l'Inde, la Chine, le Pakistan, l'Australie, ainsi que d'autres acteurs éloignés de nous. Quelque chose se passe, et là-bas, un ou deux protectorats se forment, je pense que ce sera un protectorat. Oui, le plus grand problème là-bas, c'est la lutte camouflée entre la Chine et l'Inde. La Chine est plus organisée, tandis que l'Inde est plus créative. La Chine voudra sûrement la Sibérie, peut-être même toute la Russie, mais surtout la Sibérie. Je pense que les États-Unis tenteront de les en empêcher. Avaler la Sibérie, ils le voudraient, mais qui le laissera faire ? Il paraît que le monde attend de grands changements aux États-Unis. Les principaux problèmes seront internes, dans la lutte contre, disons, l'éducation publique. Peut-être que les écoles publiques et municipales résisteront fermement à l'éducation privée et indépendante, qui demande simplement qu'on les laisse tranquilles. Les enfants veulent y aller, les enseignants veulent enseigner sans qu'on leur impose quoi enseigner. Nous enseignons correctement, alors ne dites pas que nous sommes plus stupides que vous. Dans le domaine de la santé, il y a bien sûr la lutte contre le monstre de l'Obamacare, qui donne des profits fabuleux aux géants de l'assurance et, encore une fois, contre le secteur médical entièrement privé, avec le droit pour l'individu d'assurer sa santé comme il le souhaite, comme il assure sa voiture ou sa maison. Une autre lutte porte sur le coût des médicaments. Donald Trump a déjà gagné en brisant le principal acteur, Pfizer, suivi par les autres. À mon avis, presque toutes les 12 ou 13 autres grandes entreprises internationales ont accepté les conditions des États-Unis d'Amérique. Il semble que cela va se produire dans notre patrie au cours des 3 à 5 prochaines années. Eh bien, allez sur la chaîne Camerton, où il y a ma série qui s'appelle Réponse à Nostradamus, où en 2022, c'est-à-dire il y a 3 ans, j'analyse les événements mondiaux. Ou leur probabilité pour, eh bien j'ai pris un chiffre comme 17 ans à l'avance, pourquoi 17 ? Vous le saurez dès la première vidéo, lien en bas. Oui donc, des prédictions absolument précises et incontestables sur le destin du monde, de la Russie, de la Chine, de l'Amérique. Qui d'autre y a-t-il encore ? L'Ukraine existe-t-elle encore ? Eh bien tout le monde sauf Israël, et donc je ne fais pas de prédiction concernant Israël, parce que le destin d'Israël est imprévisible et, comme on dit, entre les mains de Dieu. C'est-à-dire que vous pouvez dire que tout est entre les mains de Dieu, mais on peut dire que tous les destins, bien sûr, sont entre les mains de Dieu. Mais pour les autres, on peut calculer, découvrir une certaine logique. Avec Israël, les Juifs sont hébreux, Juifs et Israéliens, c'est leur situation. Eh bien, avec nous. Je dois avouer, cela n'a aucune logique, car chaque fois, cela semble terminé. Et soudain, il surgit ce que les Romains appelaient Deus ex machina. J'ai une prononciation absolument romaine, c'est-à-dire qu'il surgit quelque chose de totalement inattendu. Et cela à chaque fois, sans exception. Les Russes disent une phrase comme celle-ci, du genre « à moins que quelque chose n'intervienne ». Ils l'appellent Dieu sorti de la machine, un peu comme un diable à ressort, mais les Américains l'appellent Jack in the Box. Bref, le lien est ci-dessous. Ce sera très intéressant, je pense que ce sera très intéressant. Un reportage du Minnesota. Faites la connaissance de la brillante journaliste, auteure de nombreux livres, lauréate du prix de la meilleure reporter de l'année, Liz Collins. Elle travaille actuellement. C'est justement là, à Minneapolis, dans le Minnesota, qu'elle s'est retrouvée au centre de tous les événements de l'État pendant les émeutes et même avant. C'est terriblement intéressant. Depuis plus de 20 ans dans le Minnesota, je suis née et j'ai grandi ici. J'ai gravi les échelons dans les médias d'entreprise, déménageant à travers tout le pays avant de m'installer à nouveau dans le Minnesota, où je travaille maintenant dans les médias indépendants. Mais en ce qui concerne le sujet même de la fraude, cela a vraiment fait la une des journaux il y a environ 10 ans. Et c'était à ce moment-là. Aujourd'hui, cela semblera très familier aux gens.
Mais à l'époque, il y avait ces fausses crèches et aussi de grosses sommes d'argent qui quittaient notre aéroport ici, à Minneapolis-Saint-Paul. Ils l'appellent l'aéroport international Minneapolis-Saint-Paul et ils suivaient cela avec les autorités. Mais mystérieusement, ces enquêtes ont comme simplement disparu. On en a parlé dans les actualités pendant quelques années. Il y a eu aussi des auditions législatives. Certains membres du Congrès ont également soulevé ce sujet à Washington. Elle n'a jamais abouti, puis est revenue sur le devant de la scène. Pendant les années du COVID, nous avons été témoins de ce qui est considéré comme la plus grande fraude liée au COVID, commise ici au Minnesota. C'est ce qu'on appelle une fraude. Nourrissons notre avenir, c'était de faux centres créés pour nourrir soi-disant des enfants affamés. Cela a révélé une fraude somalienne de grande ampleur. 78 personnes ont été inculpées dans cette affaire. L'enquête n'est même pas finie, c'est une fraude de plus de 250 millions de dollars rien que pour cette affaire. Certains éléments apparaissaient parfois dans les actualités. C'est une vidéo endovirale. Nikette Shirley a surpris le pays, mais nous avons déjà une section dédiée sur alphanews.org. C'est une page frauduleuse dédiée à nos histoires des 10 dernières années, avec 300 ou 400 récits des vidéos et divers cas survenus. Mais je pense que cela attire enfin l'attention qu'il méritait honnêtement depuis très longtemps pour que cela s'arrête. Ce sera la clé. Tout le monde savait plus ou moins que cela se produisait. En tant que journaliste, j'ai vérifié moi-même en visitant ces sites. Vous voyez une voiture de luxe sur le parking. Les centres pour adultes n'ont pas d'enfants, ceux pour enfants pas d'adultes. C'était malheureusement une scène courante dans de nombreux quartiers du Minnesota, mais malheureusement dans de nombreux quartiers du Minnesota. Pendant 10 ans, on en a parlé, publié des articles et contacté les autorités de l'État et de Minneapolis. Et le silence, eh bien quel silence! Il y a quelqu'un avec une faux, des morts avec des faux sont là, parce que c'est ça qui est intéressant. Pourquoi j'ai eu la présidente de la Chambre, Lisa Demieux, dans mon émission et je lui ai posé la même question. Elle a dit, écoutez, nous avons lutté contre ça pendant de nombreuses années, mais c'était comme si les grands médias ou les actualités nationales, vous savez, ils en parlaient à peine. Mais cela n'a jamais reçu l'énergie nécessaire et je lui ai demandé, savez-vous, selon vous, quelle est la différence? Et elle a mentionné Nick Shirley, mais j'avais juste quelques pensées. Vous savez, cette histoire avec Nick Shirley a vraiment fait beaucoup de bruit. Le fait que Tim Walz se soit présenté à la vice-présidence, à mon avis, l'a propulsé sur la scène nationale. Lorsque des personnes comme Elon Musk et de nombreux podcasteurs ont répété cette histoire, il était impossible d'y échapper. Et je pense que c'est exactement la couverture dont il avait besoin. Je sais, Alpha News, que vous avez travaillé là-dessus pendant très longtemps. Peut-on dire que cette histoire a soudainement été rendue publique et qu'on ne peut plus l'oublier? Aucun de... Oui, je le pense. Nous avons déjà couvert plusieurs événements liés à Feeding Our Future. Nos journalistes étaient au tribunal pour cela. Ce qui était intéressant, c'est ce que nous aurions utilisé. Beaucoup de cela dans les médias indépendants vient de notre structure médiatique très docile au Minnesota. Je vais être honnête, et j'en ai fait partie pendant environ 15 ans en travaillant pour la filiale de Columbia Broadcasting System. Mais ici, vous avez une base médiatique très orientée à gauche. Et ils ne vont tout simplement pas vraiment regarder là où ils devraient regarder. C'est là que nous en arrivons à ce que je voulais dire. Un crime est sans commis, où des politiciens de gauche commettent un vol. Notre argent, à vous et à moi, a tout simplement été volé. Oui, il a donc été dérobé aux contribuables, à nous tous. Encore une fois, quelqu'un va voir la direction et dit voilà, mais la direction elle-même est soit impliquée, soit c'est protéger le son. Et dans le meilleur des cas, on te met discrètement dans un coin et on te fait taire. Dans le meilleur des cas, voilà ce qui se passe ensuite. Un journaliste local écrit ou parle de cela. Mais tous les médias sont à la solde des mêmes politiciens et de leurs sponsors bandiouks, et ils te coupent rapidement la parole. Donc, dans le meilleur des cas, personne ne reprend cette information, et ta nouvelle se perd, elle meurt. Il n'y a pas eu d'écho. La victime ira peut-être au tribunal, mais le procureur dont un proche est impliqué et dont le chef est compromis n'amène pas l'affaire en justice. Mais si un désespéré décide quand même de porter l'affaire devant le tribunal, alors le juge lui explique rapidement que ses enfants n'auront jamais un bon travail dans aucune entreprise,
et l'affaire est vite rejetée du tribunal. Une défense circulaire des biens volés, un système silencieux et délicat de solidarité mutuelle. Et si tu tombes sur quelqu'un de très nerveux comme Hillary Clinton par exemple, tu finiras par te suicider en te tirant 2 balles dans la nuque. Ou alors tu sautes la tête la première du 14e étage sur l'asphalte en écrivant pour une raison inconnue une note de suicide dans l'écriture de quelqu'un d'autre. Et au Minnesota, eh bien, même s'il mourait, ce n'était absolument pas de cette façon. De quoi parlez-vous là-bas? D'accidents de voiture ou de catastrophes? Messieurs, sur cette note entraînante et optimiste, nous allons nous arrêter et faire une pause jusqu'à demain. Je suis sûr que demain, il y aura encore de bonnes nouvelles et l'envie d'en discuter. Oh. Par exemple, on commence à recevoir des informations sur Michael Cohen, l'ancien avocat de Trump, qui affirme maintenant qu'on l'a forcé à mentir au tribunal au sujet de Trump. On l'a forcé à mentir, c'est ce qu'il dit maintenant.